Un lieutenant noir de l'armée américaine, en uniforme, gazé en pleine rue comme un vulgaire criminel. Pas sur un champ de bataille, mais sur le sol même qu'il s'est engagé à défendre. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé. Et ce n'est pas seulement un simple contrôle routier qui a mal tourné. C'est une confiance déjà fragile entre citoyens et forces de l'ordre qui a été piétinée, à coups de genoux, de gaz lacrymogène et de menaces à peine voilées. Nous sommes en décembre 2020. Aux États-Unis, les tensions raciales sont à fleur de peau. Le pays est encore secoué par les échos du meurtre de George Floyd, et les mouvements sociaux pour la justice raciale battent leur plein. Dans ce climat brûlant, un événement va cristalliser, une fois de plus, les peurs et les colères. Un SUV noir, une plaque manquante, 2 policiers sur les nerfs, un militaire afro-américain au volant. Et une caméra qui enregistre tout. Pourquoi ce lieutenant n'est-il pas sorti de son véhicule immédiatement? Avait-il quelque chose à cacher? Ou, au contraire, savait-il exactement ce qui pouvait arriver s'il descendait dans le noir, seul, face à des hommes armés? Cette nuit-là, il a fait un choix. Celui de ne pas bouger. Celui d'attendre un endroit éclairé. Un choix pourtant légal, qui va déclencher une intervention d'une brutalité stupéfiante. Mais ce qui rend cette affaire encore plus dérangeante, c'est le contraste entre les apparences et la réalité. D'un côté, un homme calme, discipliné, qui tente de respecter la loi. De l'autre, des agents censés incarner l'ordre, mais qui laissent exploser leurs émotions. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un abus de pouvoir. C'est celle d'un renversement, celui qui aurait dû être protégé est devenu la cible. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est une réalité filmée, analysée, et aujourd'hui racontée dans ses moindres détails. C'est l'histoire de Caron Nazario, un soldat humilié sur son propre territoire. Et surtout, c'est un rappel glaçant, aux États-Unis, même un uniforme ne suffit pas à protéger un homme noir. Il est 18h38 ce soir-là, dans la ville paisible de Windsor, en Virginie. La route est calme, presque déserte. L'agent Daniel Crocker, en patrouille, repère un SUV Chevrolet Tahoe noir roulant prudemment. Trop prudemment. Il remarque surtout qu'aucune plaque d'immatriculation n'est visible à l'arrière du véhicule. Pour lui, c'est un motif suffisant pour enclencher ses gyrophares. Le conducteur, Caron Nazario, lieutenant de l'armée de terre, ne s'arrête pas immédiatement. Il ne fuit pas non plus. Il allume ses feux de détresse et poursuit à vitesse modérée jusqu'à atteindre une station-service éclairée. Un détail lourd de sens, cet homme formé à évaluer les risques a choisi un lieu public, éclairé, pour se protéger, et protéger ceux qui viennent vers lui avec la main sur leur arme. Il coupe le moteur, sort les mains par la fenêtre. Geste clair, pacifique, irréprochable. Mais il ne sort pas du véhicule. Pas encore. Et c'est là que la tension commence à monter. L'agent Crocker, frustré par ce qu'il perçoit comme une désobéissance, appelle des renforts. Quelques instants plus tard, arrive le sergent Joe Gutiérrez. Un homme au crâne rasé, le regard fermé, et l'attitude nerveuse. Il s'approche du SUV comme on approche un danger, une menace vivante. Il hurle. Exige. Braque son arme. Nazario tente d'expliquer. Calme, il parle à travers la vitre. I'm honestly afraid to get out. Et la réponse claque comme un couperet. You should be. Le militaire reste immobile. Il veut coopérer, mais aussi survivre. Il demande pourquoi il est arrêté. On ne lui répond pas. Il est déjà trop tard pour les explications. Gutiérrez s'approche, ouvre la portière, tente de le tirer violemment. Nazario résiste passivement, sans geste brusque. Il refuse seulement de descendre dans le noir, sans raison. Alors, Gutiérrez perd patience. Il attrape une bombe de gaz poivre. Et sans avertissement clair, il pulvérise le produit au visage de Caron, à bout portant. Le militaire hurle. Ses yeux brûlent. Il suffoque. Il supplie. On le traite comme un chien, pas comme un officier. Sous la douleur, Nazario finit par sortir du véhicule, aveuglé. Il tombe à genoux.
Il tend les bras pour montrer qu'il n'est pas armé. Mais les coups continuent. Il reçoit un coup de genou, puis deux. Les policiers l'écrasent au sol et lui passent les menottes. Il ne comprend toujours pas. Il n'a pas résisté. Il n'a pas fui. Il n'a pas menacé. Il a juste demandé à être traité avec respect. Une requête qui, ce soir-là, semble être perçue comme une provocation. Un chien militaire est dans le coffre du SUV. Il s'appelle Mick. Et dans cette scène absurde, le chien a droit à un prénom. L'homme, lui, n'a droit qu'à du gaz et des cris. Comme si sa dignité avait disparu avec la plaque arrière de son véhicule. Finalement, après avoir plaqué au sol un lieutenant de l'armée en uniforme, après l'avoir gazé, frappé et humilié, les agents commencent à poser les premières vraies questions. Y a-t-il une arme dans le véhicule? Vous êtes nerveux à cause du mouvement BLM? La réponse de Nazario est simple. Je voulais juste me garer dans un endroit éclairé. Pour ma sécurité. Et la vôtre. Ce choix, prévu par la loi routière américaine, lui vaudra cette agression. Le motif de départ, une plaque absente, était en réalité faux. Une plaque temporaire était visible à l'arrière du SUV, mais mal placée pour l'angle de Crocker. Un détail technique qui, dans la violence de l'instant, a été ignoré. Quand les secours arrivent, Nazario a toujours les yeux rougis, il demande de l'eau. Les policiers, incapables de lui fournir quoi que ce soit sur place, vont chercher un gobelet dans la supérette voisine. Ce geste banal arrive après tout le reste, comme un pansement collé sur une plaie ouverte, mais la scène ne s'arrête pas là. Car c'est maintenant que commence la dernière phase, la tentative de justification. Les agents proposent à Nazario un étrange marché, soit tu oublies ce qu'il s'est passé et tu repars sans charge, soit on t'arrête. Et ta carrière est finie. Un chantage à peine déguisé, glissé entre deux fausses excuses. Nazario, même secoué, ne cède pas. Il ne résiste pas physiquement, mais il se battra autrement. Ce qu'il vient de vivre n'est pas un incident. C'est une démonstration de force injustifiée, humiliante et illégale. Et pendant que le sergent Gutiérrez range calmement son aérosol vide dans son sac, les caméras, elles, ont tout filmé. Tout enregistré. Chaque mot. Chaque ordre. Chaque coup. Avant d'être le visage d'une bavure policière, Caron Nazario est un homme ordinaire, et en même temps, exceptionnel. Né d'une mère afro-caribéenne et d'un père portoricain, il a grandi entre deux cultures, deux héritages. Une enfance modeste, façonnée par les valeurs de respect, de discipline et de persévérance. Très tôt, il ressent l'appel du service. Pas pour la gloire, ni les médailles. Pour quelque chose de plus profond, la volonté de servir un pays dans lequel il croit, malgré ses imperfections. Il s'engage dans l'armée de terre, gravit les échelons avec sérieux. En 2020, il est lieutenant, poste respecté, signe de responsabilité, de confiance. Il est aussi infirmier militaire, un rôle qui exige calme, sang-froid et humanité, même dans les pires situations. Ce soir de décembre, Caron porte son uniforme. Pas pour impressionner, mais parce qu'il rentre de mission. C'est un homme qui a prêté serment de défendre les États-Unis, jusqu'au prix de sa vie s'il le faut. Ce serment, il le prend au sérieux. Mais jamais il n'aurait imaginé qu'il aurait à se protéger du pays même qu'il sert. Pourtant, malgré son rang, malgré son calme, malgré son respect des lois, il va découvrir qu'aucune médaille ne protège de la suspicion quand on est noir. Son uniforme ne pèse rien face à la peur injustifiée. Son autorité, effacée par un soupçon. Son humanité, oubliée dès l'instant où il décide de ne pas descendre immédiatement de sa voiture. Ce n'est pas un rebelle. Ce n'est pas un provocateur. C'est un homme formé pour gérer le chaos, pour agir avec méthode, pour protéger les autres. Et ce soir-là, il utilise ces mêmes compétences en gardant son calme, en dialoguant, en restant immobile, pour essayer de désamorcer une situation qui dégénère. Mais la logique militaire ne peut rien face à des policiers qui agissent sur l'impulsion, sur la peur, sur l'agressivité. Le plus tragique, c'est que Caron Nazario a fait tout ce qu'il fallait. Il a allumé ses feux de détresse. Il a gardé les mains en vue. Il a parlé poliment.
Il a demandé des explications. Il a même précisé qu'il craignait pour sa sécurité. À aucun moment il n'a été une menace, et pourtant, cela n'a pas suffi. Ce profil, ce parcours, cette attitude, tout cela rend son traitement encore plus insoutenable. Car ce n'est pas seulement un citoyen qui a été humilié. C'est un homme d'honneur. Un officier. Un représentant de l'armée américaine, au service de la nation. En le forçant au sol, en le gazant, en le menaçant, ce n'est pas seulement sa personne que l'on a rabaissée. C'est ce qu'il représente, l'engagement, la loyauté, la foi dans un pays meilleur. Et ce jour-là, ce pays l'a trahi, le Kakaron Nazario choque. Il scandalise. Mais il n'étonne pas. Et c'est bien là le drame, car ce qu'a vécu ce lieutenant n'est pas une anomalie. C'est un écho. Un reflet brutal d'un problème bien plus profond, enraciné dans l'histoire même des États-Unis, la violence policière et la perception biaisée des personnes noires comme des menaces. Chaque année, aux États-Unis, des centaines de personnes sont tuées lors d'interventions policières. Les statistiques sont froides, implacables. Et elles parlent d'elles-mêmes. Un homme noir a près de 3 fois plus de chances d'être tué par la police qu'un homme blanc, à situation égale. Ce n'est pas un écart. C'est une faille. Un gouffre. Un système qui, volontairement ou non, désavantage, suspecte, brutalise certaines catégories de citoyens plus que d'autres. Mais ce système, il ne fonctionne pas dans l'abstrait. Il est incarné par des individus. Des policiers, souvent mal formés à gérer le stress, ou conditionnés par des années de discours sécuritaires, où l'autre est vu comme un danger potentiel. Dans ce climat, la peur devient réflexe. Et l'uniforme, même militaire, n'immunise pas contre cette suspicion automatique. Ce qui s'est passé à Windsor ressemble à d'autres affaires. Trop nombreuses pour être ignorées. Eric Garner, Tamir Rice, Sandra Bland, George Floyd, autant de noms devenus symboles. Mais entre les cas médiatisés, il y a ceux qu'on ne connaît pas. Ceux qui ne sont jamais filmés. Ceux qui finissent dans le silence, car on, lui, a eu la chance d'avoir une caméra. Ce soir-là, plusieurs caméras embarquées ont capté chaque instant. Sans ces images, que serait devenue sa parole face à celle des policiers? Une note de bas de page dans un rapport? Un oubli administratif? La technologie a changé la donne. Mais elle ne change pas les mentalités. Car même avec une preuve vidéo, combien d'agents ont été condamnés? Combien de familles ont obtenu justice? Dans l'affaire Nazario, le sergent Gutiérrez sera finalement renvoyé. Mais pas arrêté. Pas jugé. Il perdra son uniforme, mais pas sa liberté. Crocker, lui, conservera son poste, avec une simple formation disciplinaire. 2 poids, 2 mesures. Encore, et si l'on remonte à la racine de ce système, on retrouve un cocktail explosif, une culture de l'impunité, une formation parfois bâclée, et une peur irrationnelle du profil type du suspect. Un homme noir. Grand. Silencieux. Calme, mais vu comme potentiellement violent. Et dans la psychologie de certains agents, cette simple équation mentale suffit à justifier une agression. La justice américaine parle de « force raisonnable ». Mais où est la raison quand on gaze un homme à bout portant sans sommation? Où est la logique quand on fait peser la menace de détruire une carrière sur une victime? Où est la justice quand ceux qui frappent dictent les conditions du silence? Le racisme n'est pas toujours crié. Il est souvent institutionnel, diffus, glissé dans les réflexes, dans la façon d'aborder un contrôle, de formuler une suspicion, de donner ou non une seconde chance. Et puis il y a ce mot, bavure. Un mot presque banal. Un mot qui suggère un accident, une erreur isolée. Mais est-ce vraiment une erreur si elle se répète? Est-ce encore un accident si les profils des victimes se ressemblent, année après année, ville après ville? L'affaire Caron Nazario est un miroir tendu à l'Amérique. Et ce miroir reflète une image dérangeante. Celle d'un pays où l'uniforme militaire ne suffit pas à garantir la sécurité, où l'autorité est parfois plus pressée de dominer que de protéger. Ce n'est pas une question de policier, bon ou mauvais.
c'est une question de culture, de formation, de hiérarchie. De mécanismes qui autorisent, qui excusent, voire qui encouragent certains comportements tant qu'ils restent entre les lignes. Et face à cela, que reste-t-il? La parole des victimes. Le poids des images. Et la colère sourde d'une population qui n'en peut plus de voir les mêmes scènes rejouées encore et encore, avec seulement les noms qui changent. Ce qui est arrivé à Nazario n'aurait pas dû se produire. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que cela aurait pu arriver à tant d'autres. Ce n'est pas une exception. C'est un symptôme d'un système malade, et comme toute maladie ignorée, elle ne fera que s'aggraver. 2 semaines passent. Les médias commencent à s'intéresser à l'affaire. Les images tournent en boucle. Le visage de Caron Nazario, les yeux brûlés, les bras tendus en l'air, inonde les réseaux sociaux. Une scène devenue emblème, une preuve visuelle impossible à ignorer. Mais au-delà de l'indignation, une question se pose, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que les policiers vont être sanctionnés? Est-ce que justice sera rendue? Ou est-ce que cette histoire va, comme tant d'autres, se dissoudre dans le flot de l'actualité? Le 2 avril 2021, Caron Nazario prend une décision. Il porte plainte devant un tribunal fédéral de Virginie. Il accuse les 2 policiers de violence illégitime, de détention arbitraire et de violation grave de ses droits civiques. Il réclame au minimum $1 million de dommages et intérêts. Ce n'est pas une vengeance. C'est un acte de résistance. Une réponse institutionnelle à une violence institutionnelle. La plainte est structurée, détaillée, appuyée par les vidéos et les déclarations. L'affaire prend une ampleur nationale. Des voix s'élèvent. Des journalistes, des juristes, des vétérans de l'armée prennent la parole. Comment peut-on traiter un militaire comme un criminel, simplement parce qu'il a voulu se garer dans un endroit éclairé? Face à la pression médiatique, la police de Windsor réagit. Une enquête interne est ouverte. Rapidement, une décision tombe, le sergent Joe Gutiérrez est renvoyé. Officiellement, la municipalité déclare qu'il n'a pas suivi les protocoles, et que son comportement ne reflète pas les valeurs de la police locale. Une sanction, certes. Mais une sanction minimale face à la gravité des actes. L'autre agent, Daniel Crocker, lui, garde son poste. Il reçoit une mesure disciplinaire, une formation obligatoire sur les procédures et les droits civiques. Rien de plus. Il justifie son comportement en affirmant que le SUV de Nazario n'avait pas de plaque visible, que les vitres teintées étaient suspectes et que la conduite prudente du conducteur semblait étrange. Mais ces justifications ne tiennent pas. Une plaque temporaire était bien présente, et selon le code de la route, le choix de s'arrêter dans un lieu sécurisé est légal. Tout cela, les policiers auraient dû le savoir. Et s'ils l'ignoraient, c'est leur formation qu'il faut remettre en cause. Sur les plateaux télé, les analystes dissèquent l'affaire. Certains tentent de minimiser, parlant d'un malentendu. Mais la majorité s'accorde, ce qui est arrivé à Caron Nazario dépasse la simple erreur. C'est une démonstration de pouvoir, une escalade illégitime, une mise en danger gratuite. Dans les jours qui suivent, le ministère de la Justice se saisit du dossier. Une enquête fédérale est lancée pour déterminer si les droits constitutionnels de Nazario ont été violés. L'armée, de son côté, publie un communiqué de soutien à son officier. Une rare prise de position, signe que cette affaire dépasse les cadres habituels. Mais malgré les preuves, malgré le scandale, malgré la reconnaissance publique du tort subi, Nazario reste marqué. Les séquelles psychologiques sont profondes. L'humiliation, la peur, l'injustice. Rien ne s'efface si facilement. Ce soir-là, il n'a pas perdu un combat physique. Il a subi une attaque contre sa dignité, et ce sentiment est partagé. Des milliers d'anciens combattants noirs racontent des expériences similaires, moins violentes parfois, mais tout aussi injustes. Des contrôles humiliants. Des regards soupçonneux. Des suspicions automatiques. L'affaire Nazario devient un symbole, celui du décalage entre le discours patriotique et la réalité du terrain. La ville de Windsor tente d'apaiser les tensions. Des réunions publiques sont organisées.
Des promesses sont faites. Mais dans les regards, on lit la méfiance. Car ce genre d'affaires laisse des traces. Pas seulement sur les victimes, mais sur toute une communauté. Une communauté qui, encore une fois, voit que même l'uniforme ne suffit pas à protéger les siens. À ce jour, l'affaire est toujours en cours d'examen judiciaire. Le procès n'a pas encore rendu son verdict. Mais une chose est sûre, même sans condamnation pénale, même sans indemnisation record, cette affaire a déjà produit un impact. Elle a réveillé les consciences. Elle a fait tomber les masques. Et elle a rappelé à tous que la justice, parfois, ne commence pas dans un tribunal. Elle commence dans le regard que l'on porte sur l'autre. Et ce soir-là, les policiers n'ont pas vu un officier. Ils ont vu une menace. Et ce simple regard a tout déclenché. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es à la place de Caron Nazario. Tu rentres chez toi. Tu es en uniforme. Tu viens de servir ton pays. Tu roules prudemment. Et soudain, les gyrophares apparaissent derrière toi. Tu sais que tu n'as rien fait de mal. Tu ne paniques pas, tu réfléchis. Tu choisis un endroit éclairé, un lieu public. Parce que tu sais comment ces choses peuvent tourner. Parce que tu as peur, même si tu ne devrais pas, tu t'arrêtes. Tu coupes le moteur. Tu montres tes mains. Tu fais tout bien. Et pourtant, au lieu de recevoir une explication, tu reçois une arme braquée. Des cris. Des ordres contradictoires. Puis du gaz dans les yeux. Et des coups. Et des menottes. Tu as tout fait correctement. Et pourtant, te voilà traité comme un criminel. Pourquoi? À cause d'un malentendu? D'un excès de zèle? Ou parce que ta couleur de peau, dans certains regards, t'enlève le bénéfice du doute? Maintenant, imagine que tu es un citoyen lambda. Pas militaire. Pas en uniforme. Juste une personne noire, au mauvais endroit, au mauvais moment. Si un homme comme Caron, respecté, éduqué, discipliné, peut se faire humilier ainsi, qu'en est-il des autres? Ceux sans caméra. Sans audience. Sans procès, l'affaire Nazario est plus qu'une simple erreur. C'est un révélateur. Elle met en lumière ce que vivent des milliers de personnes chaque jour, cette tension constante, ce besoin de prouver qu'on ne représente aucun danger, cette peur de faire un faux mouvement, de poser une question, de simplement exister dans l'espace public. Et ce n'est pas qu'un problème américain. Partout, des personnes sont jugées sur leur apparence avant même d'ouvrir la bouche. Partout, certains uniformes protègent plus que d'autres. Partout, le pouvoir peut basculer dans l'abus s'il n'est pas contrôlé. La vraie question, c'est, jusqu'à quand? Jusqu'à quand acceptera-t-on que des personnes soient traitées différemment pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la loi? Jusqu'à quand faudra-t-il une caméra pour qu'un témoignage soit cru? Jusqu'à quand faudra-t-il survivre à la violence pour avoir droit à la justice? Ce n'est pas une guerre entre les policiers et les citoyens. Ce n'est pas un conflit entre noir et blanc. C'est une lutte entre deux visions du monde, l'une où la justice est équitable, et l'autre où elle est conditionnelle. Le cas Nazario, c'est une alarme. Une voix qui crie, regardez ce qui se passe. Écoutez. N'ignorez pas, et cette voix, on ne peut plus la faire taire. Parce qu'elle parle au nom de tous ceux qu'on n'a pas écoutés. Alors, pose-toi la question. Et si c'était toi? Ou ton frère? Ou ton père? Ou ton fils? Le changement commence par cette question. Et la réponse que chacun y donne. Ce qui est arrivé à Caron Nazario n'est pas qu'un fait divers. Ce n'est pas une scène isolée. C'est un symptôme, un signal, un avertissement. Un homme, en uniforme, calme, respectueux, a été gazé, menacé, humilié. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il représentait dans le regard de ceux qui l'ont arrêté. Et cette image, gravée sur les caméras embarquées, ne doit pas disparaître dans l'oubli. Elle doit rester, déranger, provoquer des discussions, éveiller des consciences. Parce que l'histoire de Caron, c'est l'histoire d'un homme qui a dit non. Pas en criant. Pas en résistant physiquement. Mais en tenant tête calmement, en exigeant d'être traité comme un être humain.
Ce « non » silencieux, c'est ce qui rend cette histoire si puissante. Car au fond, ce qu'a demandé Nazario n'était pas la lune. Il ne voulait pas d'un traitement de faveur. Il voulait juste vivre. Respirer. Être entendu. Et ça, ce n'est pas un privilège. C'est un droit. Aujourd'hui, l'affaire est encore en cours. Mais quel que soit son dénouement judiciaire, elle aura déjà eu un impact. Elle nous rappelle que la justice ne peut pas exister sans équité. Que le pouvoir, sans responsabilité, devient une arme. Et que la peur, quand elle dirige les gestes, finit toujours par provoquer des drames. Il ne suffit pas d'être du bon côté de la loi pour être protégé. Il faut aussi être vu, entendu, reconnu. Et c'est pour ça que raconter cette histoire est essentiel, pour que Caron ne soit pas seulement une victime de plus, mais un symbole. Une voix. Une mémoire. Alors maintenant, à toi. Que penses-tu de cette histoire? As-tu déjà vécu ou vu une situation similaire? Laisse ton avis en commentaire. Parlons-en ensemble. Et si tu veux que d'autres entendent cette histoire, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, et à la partager. Parce que certaines vérités méritent d'être vues, entendues, et jamais oubliées. Merci d'avoir regardé.